Connu. Donc, c'est enregistré comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le projet de loi est encore à l'étude. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une première discussion avec vous. Et une fois que le texte de loi sera voté, un nouveau midi causerie sera organisé pour le présenter plus concrètement. Donc, vous allez voir dans le chat qu'on va vous partager le lien pour vous inscrire à l'infolette de l'Institut. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire pour être tenu au courant de tous ces prochains événements. Donc, je vous présente sans plus tarder nos deux invités. Donc, on a avec nous Karine Barrette, qui est avocate et chargée du volet Améliorer la pratique judiciaire pour accroître la sécurité des femmes victimes de violences conjugales au regroupement. Elle est aussi co-autrice des rapports Ce que le Canada a à apprendre de la Grande-Bretagne et Criminalisation du contrôle coercitif, paver la voie canadienne à la lumière d'expériences australiennes. Et on a aussi avec nous Fanny Guérin, qui est responsable des communications et des relations de presse au regroupement et qui est Je suis correct. co-autrice. Pardon? Oh, pardon. OK. Correct. Oui? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est Fanny ou Karine qui parle? Non? OK, pardon. Alors, donc Karine, donc Fanny, qui est donc aussi co-autrice du rapport Criminalisation du contrôle coercitif, paver la voie canadienne à la lumière d'expériences australiennes. Et c'est entre autres là-dessus là, que va porter notre conférence d'aujourd'hui sur ces rapports que je viens de vous mentionner. Donc aujourd'hui, on a 1h30 ensemble pour parler de plusieurs éléments. Donc le regroupement, comme je vous le disais, a effectué plusieurs missions dans des pays dans les dernières années où la criminalisation du contrôle coercitif est effective. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ces missions avec Karine et Fanny, ce qui en a été retenu, ce qui en a été appris, qu'est-ce qu'on retient justement pour une éventuelle implantation là au Canada. Donc, on va pas, bien sûr, aller dans le détail des rapports qu'elles ont écrits suite à ces missions-là, mais si vous voulez prendre connaissance des rapports qui ont été réalisés, ils sont sur le site du regroupement. Donc, aujourd'hui, on va faire un survol. On va aussi, bien sûr, regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Canada. Donc, on va parler, bien évidemment, du projet de loi C16, qui est actuellement à l'étude, comme je vous le disais, et sur lequel le regroupement a été entendu par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. On va aborder ce qui est possible d'espérer, pardon, d'une infraction de contrôle coercitif. Donc, comment est-ce que ça pourrait se traduire pour les victimes? Ce serait quoi aussi l'impact pour les professionnels dans leur pratique? Et surtout, on va parler des conditions indispensables pour une implantation optimale, parce que je veux pas voler de punch, mais bien sûr, une loi à elle seule ne change pas tout, je crois que vous le savez. Donc, il faut se donner les moyens de bien l'implanter, puis on va en discuter pleinement avec Fanny et Karine. Donc, s'il y a une période de questions à la fin de notre échange, mais si vous avez des questions au fil de notre discussion, vous pouvez les inscrire dans le chat et on va essayer d'y répondre en toute fin. Alors, on débute. Premièrement, pour être sûr qu'on a tous et toutes la même compréhension, là, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi le contrôle coercitif, puis surtout pourquoi c'est important d'en faire une infraction au code criminel selon vous? Oui, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est le contrôle coercitif? Puis là, j'imagine que vous êtes déjà familière avec ça un peu, mais on fait un petit rappel. C'est une série de comportements, de stratégies, de tactiques utilisées par un auteur de violence, que ce soit un partenaire ou un ex-partenaire, pour venir terroriser sa victime, l'isoler, la priver de son autonomie, de sa dignité, de sa capacité à prendre des décisions en fonction de ce qui est bien pour elle. Et puis ça se fait de manière graduelle par des règles soit implicites ou explicites. Et puis les victimes, souvent, les survivantes vont parler un peu comme d'une cage invisible qui s'est posée autour d'elles ou encore d'une toile d'araignée qui s'est tissée peu à peu graduellement dans la relation. Ça peut inclure la violence physique, la violence sexuelle, les menaces, mais ça peut être aussi des manifestations qui passent plus souvent de manière subtile, comme l'isolement, l'humiliation, le blâme, le fameux gaslighting dont on entend parler. La raison pour laquelle, Soraya, quand tu poses la question pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une infraction, ben c'est que le code criminel présentement va adresser certains types de comportements. On le sait, les voies de fait, justement, violence sexuelle, ça va en faire partie. Le harcèlement criminel aussi peut s'attaquer à plusieurs comportements de contrôle coercitif, mais il y en a d'autres malheureusement qui échappent.
Donc, il y a des victimes qui vivent des situations horribles sur une longue période de temps dans leur vie. Ça touche la surveillance, l'interrogatoire, ça s'ajoute au contrôle financier et tout ça échappe de plein de façons au code criminel. Puis ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que le contrôle coercitif est un prédicteur homicidaire super important. Il y a une policière, si ça vous intéresse, devenue professeure en Angleterre, Jane Mountain-Smith. Si vous lisez en anglais, elle a des livres, des podcasts et tout. Elle décrit en fait les féminicides comme les meurtres les plus prévisibles. Et les statistiques démontrent, du côté du Royaume-Uni, c'est environ 92% des meurtres, tentatives de meurtres conjugaux qui vont être précédés de contrôle coercitif. Mais des données récentes du côté de l'Australie, justement, où on était, disaient que c'est environ 99, en fait, féminicides qui vont être précédés de contrôle coercitif. Alors, on veut donner un levier supplémentaire aux acteurs judiciaires. Hmm. Bonjour Merci. à tous. Peut-être pour compléter aussi la réponse de Karine, donc évidemment, criminaliser le contrôle coercitif, c'est aussi une façon d'envoyer un message fort à la société, d'envoyer aussi un message aux auteurs de violence, donc de leur dire que, de reconnaître en fait que la privation de liberté, le contrôle, toute la peur que vivent les victimes, tous les impacts que ça a, c'est inacceptable. Et de reconnaître finalement qu'on prend ça au sérieux, qu'on trace une ligne et qu'on dit ça, c'est quelque chose qui est plus possible dans notre société. Puis d'autant plus dans un contexte où on observe aussi un regain quand même d'antiféminisme ou de certains hommes qui vont penser qu'ils peuvent contrôler leurs femmes, qui sont légitimes de le faire, que décider pour elles, c'est correct. Donc ça s'inscrit aussi dans cette lignée-là. Merci. Donc, on comprend bien l'importance. Puis le regroupement, vous en êtes convaincu là, depuis de nombreuses années. Je disais tout à l'heure que vous aviez été entendu là, récemment au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. Mais ça fait plusieurs années donc que vous travaillez pour amener ce plaidoyer-là, en fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez commencé à vous intéresser au contrôle coercitif, puis qu'est-ce que vous avez fait, en fait, dans les dernières années à ce sujet-là? Ben, en fait, puis là, je vais saluer, on a des travailleuses de maison qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une réalité, ce qui est vécu par les femmes en matière de contrôle coercitif, c'est une réalité qui était connue des travailleuses, des directrices de maison depuis des décennies, en fait. Donc, on vient changer un peu le vocable, la façon de le décrire, un changement de lunettes, justement, pour voir la violence conjugale sur le terrain. Puis, on doit vraiment saluer le colloque organisé par le collectif Femmes en vie en 2019, qui est venu justement organiser cet événement-là autour du contrôle coercitif avec des personnes clés dans différentes juridictions à travers le monde, en Angleterre, en Écosse, dont Marcia Scott, qui est une pionnière du côté de l'Écosse sur cette question-là. Et ça a vraiment donné un élan à plein de nos maisons, à plein de chercheurs et notamment au regroupement aussi de se pencher sur cette réalité-là davantage. Et on se souvient aussi, c'est à peu près le même moment où il y avait le rapport Rebâtir la confiance qui est sorti, où on voulait justement mettre la victime au centre des démarches judiciaires. Donc, dans cette foulée, le regroupement a amorcé en 2021 un projet sur l'amélioration de la pratique judiciaire. Et l'idée, c'était de travailler avec la chaîne des acteurs judiciaires, que ce soit policiers, procureurs, les avocats dans différents domaines, que ce soit en droit de la famille, en immigration, que ce soit aussi les travailleuses de maison, l'expertise des cellules d'action concertée, pour voir c'est quoi l'état des lieux dans la connaissance du contrôle coercitif, quel genre d'outils est-ce qu'on pouvait développer, comment est-ce qu'on pouvait mieux former les acteurs de la chaîne, parce qu'on est juste aussi fort que le plus faible maillon hein, quand on en prend connaissance. Puis ça a donné lieu, dans le fond, au développement d'une douzaine d'outils, de guides. Vous voyez derrière moi un de nos outils forts, le NAPRON, sur les manifestations. Depuis, on a environ plus de 14 000 acteurs socio-judiciaires formés, incluant plus de 5 500 policiers et policières à travers le Québec. Mais il y avait vraiment un momentum, une mobilisation, je dirais, de l'ensemble des acteurs, ce qui a fait en sorte qu'il y a un nouveau formulaire de déclaration de la personne victime qui existe depuis un peu moins d'un an, qui vise à mettre en lumière le contrôle coercitif aussi. On voit une meilleure documentation dans le milieu policier sur cette question-là. Alors, c'est super intéressant de voir déjà l'impact en amont au Québec. Hmm. Mhm. Puis au niveau des survivantes, des victimes, on se rend compte aussi à travers leurs témoignages, à travers tout ce qu'elles racontent aussi dans les maisons d'aide et d'hébergement, que le contrôle coercitif, ça vient mettre des mots aussi sur une réalité qu'elles vivaient, qu'elles n'étaient pas forcément capables de nommer. Des fois, ça arrive aussi qu'elles se reconnaissent pas comme victimes de violences conjugales parce que le mot
peut encore être associé à de la violence physique, à des coups. Donc là, c'est comme si ça venait légitimer, valider leur vécu. Donc c'est vraiment un mot qui est porteur, même s'il a l'air un petit peu compliqué parfois au premier abord. Mais c'est ça, puis tout l'impact aussi que le contrôle coercitif a. Souvent, les femmes vont dire que c'est aussi, voire plus dévastateur que la violence physique qu'elles vivent. Donc ça permet aussi de... C'est un terme qui permet de mettre l'accent, oui, sur la sécurité, parce qu'on sait que ça augmente le danger, mais aussi sur la privation de liberté, sur l'autonomie des femmes. Donc vraiment au-delà de juste être en sécurité physiquement. Euh, et ça élargit la lunette, comme disait Karine. Hmm. Donc, un engouement au Canada, au Québec pour cette nouvelle lunette, ça se passe aussi ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous êtes rendu là dans d'autres pays qui, eux, ont déjà criminalisé le contrôle coercitif, donc l'Angleterre, l'Écosse et l'Australie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce que vous cherchiez à faire dans ces missions-là? Qu'est-ce que vous vouliez apprendre? Oui, ben en fait, si on se ramène, la première visite que le regroupement a fait en Angleterre puis en Écosse, ça remonte à 2023. Et si on se rappelle, le NPD à ce moment-là avait déjà déposé deux projets de loi, donc quand on s'est rendu début 2023, donc deux projets de loi sur la criminalisation du contrôle coercitif, allait en déposer un troisième finalement avec C332. Donc, il y avait déjà un intérêt, un momentum, puis une préoccupation du regroupement de savoir, mais comment ça se passe là-bas? Tu sais, est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'ils reviendraient en arrière? Qu'est-ce qu'ils changeraient? Puis, en 2023, on était présent en France et en Belgique pour d'autres conférences. Donc, on a fait un petit saut, rencontré rapidement certaines personnes, mais ça nous a juste donné le goût de creuser davantage. Et puis là est venu justement C332 projet de loi qui a progressé vivement et qui soulevait aussi certaines craintes à travers le Canada, des préoccupations. Puis on voulait aller voir, valider, est-ce que les préoccupations qu'on a ici, ils avaient déjà là-bas, est-ce que ça s'est concrétisé, avéré, fondé? Donc, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment, qu'est-ce qui était leur bon coup, dans le fond, qu'on voudrait s'approprier au Canada aussi. Donc, on joue un peu les gérants d'estrade, mais l'idée, c'est de dire, c'est des gens qui ont vécu quelque chose et qui ont appris, puis c'est bien normal aussi de procéder de différentes façons pour des lois qui sont quand même assez novatrices. Donc, on s'est rendu là dans ce contexte-là. Puis aussi pour comparer les juridictions, donc la première mission en Angleterre et en Écosse, deux façons de procéder complètement différentes. Donc, on pouvait voir aussi quels étaient les bons coups, quelles étaient les faiblesses, en fait, puis comment on apprenait justement de ce processus-là. Alors, on a fait, juste pour donner un portrait, là, c'est environ 28 personnes qu'on a rencontrées en 4 jours dans les deux juridictions. Fait qu'on s'est assuré de voir à la fois les ressources d'aide aux victimes, des chercheurs aussi universitaires qui avaient un regard un peu différent, et finalement policiers et procureurs pour comprendre vraiment sur le terrain comment ils implantaient l'infraction dans le quotidien, puis c'était quoi les défis aussi qu'ils rencontraient au niveau de la pratique terrain. Hmm. Puis on va en Mhm. parler dans quelques instants plus justement des leçons apprises, des défis. Fanny, en Australie, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors en Australie, on a décidé d'y aller. Bah, déjà, on anticipait là qu'un projet de loi par le gouvernement allait être déposé prochainement. Puis on a eu l'occasion à Sydney, en fait, de s'organiser la cinquième conférence mondiale des maisons d'hébergement en septembre 2025. Et on s'est dit que c'était une occasion toute trouvée pour aller donc se rendre à Sydney et à Brisbane, donc dans deux États qui ont récemment criminalisé le contrôle coercitif aussi. Ce qui était intéressant avec l'Australie, c'est qu'il y a une population autochtone qui est importante, de la même façon qu'au Canada. C'est quelque chose qu'on n'avait pas pu observer en Europe. Donc c'était vraiment une lunette qui nous intéressait. Et puis donc on a eu la chance aussi là-bas d'aller rencontrer, on a eu 20 rencontres, à peu près 40 personnes. Et on tenait vraiment à avoir aussi différentes perspectives pour observer ces réformes-là. Donc autant service d'aide aux victimes, policiers, procureurs. On a eu la chance de faire des visites, de faire un Cobra aussi, donc d'embarquer avec des policières sur la route, ce qui nous a permis aussi de voir un peu entre les têtes pensantes de la réforme, puis le contraste aussi avec comment ça s'applique sur le terrain. Donc, ça nous a vraiment donné une super bonne vue d'ensemble. Puis aussi dans des juridictions qui sont des États, mais qui sont peut-être plus à la grandeur là, du Québec, qui sont davantage comparables en termes de population. Donc, c'est bien intéressant pour ça.
Puis tu disais aussi, Fanny, que pour préparer l'émission, vous aviez aussi le contact avec les professionnels québécois pour être sûr de bien répondre à leurs préoccupations, là, hein? Peux-tu nous parler un peu de comment Oui, vous... c'est ça. Ben, je sais que Karine avait eu l'occasion de le faire aussi pour l'émission en Grande-Bretagne, mais on s'est vraiment assuré de prendre le pouls du terrain aussi auprès des professionnels ici au Québec avant de partir pour savoir un petit peu c'était quoi les préoccupations, qu'est-ce qu'on devrait aller poser comme question, qu'est-ce qu'on veut ramener. Donc, c'est ça, on a pu compter sur la participation de l'Association canadienne des chefs de police avec Francis Lanouette qui a accompagné Karine et Marie-Jeanne, notre ancienne collègue à l'époque. Et puis c'est ça, on a aussi pu impliquer par exemple Simon Lapierre qui est un chercheur ou Isabelle Dorion à certaines des rencontres. Donc ça nous permet aussi vraiment c'est ça, de ramener les préoccupations ici au Canada et d'avancer comme ça. Karine. Permettre, oui, c'est ça pour peut-être les personnes qui connaissent moins les acteurs. Donc, Isabelle Dorion, qui est la coordonnatrice provinciale en violence conjugale au niveau du DPCP, des procureurs de la Couronne. Donc, c'était super intéressant d'avoir sa perspective aussi. Puis notre collègue Marie-Jeanne Gratton, qui était avec nous avant, était issue aussi du DPCP, des procureurs du côté de la violence conjugale. Fait que c'est le fun d'avoir les trois pôles, à la fois policiers, procureurs et puis ressources d'aide aux victimes pour comprendre aussi, on avait un focus sur la collaboration entre les acteurs. Puis à cet effet-là, le comité consultatif du projet Amélioration de la pratique judiciaire avait également été consulté en amont pour les sujets de préoccupation qu'ils avaient, là, comme l'évoquait Fanny. Super. Mathilde va nous mettre dans le chat les liens vers les rapports qui ont été mentionnés, donc le rapport de mission en Grande-Bretagne, le rapport de mission en Australie. Donc, si vous êtes intéressé là, après la conférence à aller vraiment dans le détail, je vous invite à les consulter. Ils sont super digestes et bien faits, donc très, très intéressants. Vous m'aviez dit aussi, mesdames, que évidemment, l'idée là, en allant dans ces pays-là, c'est d'apprendre, comme vous l'avez dit, des leçons de qu'est-ce qui a facilité l'implantation, de comparer aussi les expériences pour voir qu'est-ce qu'on retient pour une future implantation au Canada. L'idée, c'est évidemment pas de copier-coller, hein. On a un contexte qui est le nôtre, qui est particulier, mais on a beaucoup à gagner de s'inspirer de les gens qui nous ont précédés de quelques années dans la criminalisation du contrôle coercitif. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire justement, peut-être qu'est-ce qui vous a marqué dans ces rencontres-là? Vous nous avez parlé de rencontres de plusieurs types de professionnels, ça c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont partagé sur notamment qu'est-ce que ça change d'avoir criminalisé en fait le contrôle coercitif dans leur pays? Oui, ben si on commence sur des éléments marquants, puis je vais y aller avec l'Angleterre puis l'Écosse, puis je vais laisser Fanny compléter du côté de l'Australie. Euh, une des premières questions qu'on a posées vraiment, c'était est-ce que vous reviendriez en arrière? Mm. Est-ce que on s'en va dans la mauvaise direction en criminalisant le contrôle coercitif? Il faut savoir qu'il y a eu des débats dans différentes juridictions. Il y en a eu en Australie aussi, même si c'est venu beaucoup plus tard. Donc, c'était pas important pour nous d'entendre, puis d'entendre l'ensemble des acteurs avec des fonctions différentes. Puis, ils ont été unanimes du côté de l'Angleterre et de l'Écosse, ils ne reviendraient pas en arrière. Personne n'a dit que c'était parfait. Il y a eu des enjeux, puis je vais les adresser là, dans quelques minutes. Mais c'était vraiment le mot d'ordre, en fait, le mot qui a été, pas d'ordre, mais le mot spontané qui a été mentionné par les acteurs, c'était vraiment de dire que ça forçait un changement de conversation. C'est vraiment le terme qui a été répété par plein de personnes, un changement de conversation essentiel entourant la vision de la violence conjugale. Il y avait vraiment une vision qui était évidemment à la fois focusée sur la violence physique visible, qui laisse des traces, des marques et tout ça, mais aussi sur cette fameuse approche fondée sur les incidents isolés. Comment on voyait qu'une personne était victime de violence conjugale le 21 mai et puis le 16 septembre. Comme si le reste allait super bien, alors que, puis là, je reprends, c'est pas une personne qu'on a rencontrée, mais c'est très porteur. Il y avait une procureure en Belgique qui a dit, la violence conjugale, c'est pas une photo, c'est un film. Et c'est Mm. vraiment ce changement de conversation-là qui nous a été rapporté du côté de l'Angleterre et de l'Écosse. Autre élément vraiment marquant, c'est justement la comparaison entre l'Angleterre et l'Écosse dans la façon dont ça a été conçu. L'infraction en Angleterre, plus bon, c'est facile de passer quand c'est les premiers, puis on a tous des commentaires.
le libellé faisait défaut de mille et une façons. Le premier élément vraiment important, la violence conjugale post-séparation n'était pas couverte ou si peu. Donc, pour que l'infraction, la façon dont c'était libellé au départ, pour que ça s'applique, il fallait que les gens soient encore en relation ou qu'ils minimalement cohabitent encore ensemble. Donc, toutes les personnes qui étaient séparées et qui ne cohabitaient plus, on échappait à ces gens-là, ce qui représente quand même beaucoup du contrôle coercitif qui est vécu par les victimes. On le sait, la séparation qui vient concrétiser une perte d'emprise de la part de l'auteur puis qui va venir accentuer ses comportements de contrôle davantage. Ça, c'est un élément aussi très important. Il y avait aussi opté pour la nécessité de prouver l'effet important sur la victime. Donc, Karine, donc moi ou Fanny, on doit venir faire preuve à la cour et on doit aussi partager aux policiers, aux procureurs en quoi est-ce que les comportements ont un effet important sur nous. Alors que l'Écosse, notamment en vue d'essayer d'éviter une revictimisation dans le processus judiciaire, est allée pour l'approche de la personne raisonnable, le test objectif. Est-ce qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances? Donc, on vient prendre une approche complètement différente. Et autre changement important aussi, l'Écosse qui apprenait, donc où ça a été criminalisé environ 4 ans plus tard, a décidé aussi d'impliquer énormément les survivantes dans la préparation du texte de loi. Donc, un détail, mais qui n'en est pas un parce que c'est dans la réalité de tellement de personnes, l'inclusion des animaux de compagnie dans le libellé. Donc, comment parfois il va être utilisé comme levier. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on a retenus là-bas. Autre élément vraiment qui nous a frappé, qui nous a été communiqué en toute transparence, c'est le fait qu'en Angleterre, contrairement aux autres juridictions ensuite, en Angleterre, les gens ont été formés, les acteurs judiciaires, après l'entrée en vigueur. C'est-à-dire que la seule formation qu'il y a eu avant l'entrée en vigueur de la loi, c'était les procureurs qui avaient eu 1 heure en ligne sur le libellé, sur les mots de la loi, mais pas sur qu'est-ce que ça mange en hiver, le contrôle coercitif. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les premiers qui ont été formés après l'entrée en vigueur, ben, c'était les policiers, mais qui montaient les dossiers, mais finalement, les procureurs n'étaient pas formés, donc n'étaient pas aptes nécessairement à les défendre, à les amener au bout de la route, ce qui a créé vraiment une démobilisation, puis vraiment une déception du niveau des victimes, parce que là, tu fais des campagnes, tu expliques que ça va avoir un changement, que là, ils peuvent se tourner vers les policiers, policières et tout. Et finalement, le système n'était pas prêt. Et donc, ça, c'est une leçon cruciale qu'on a ramenée au Canada. Il faut absolument que, à travers le pays au complet, pas juste au Québec, mais à travers le pays, qu'on puisse former l'ensemble des acteurs judiciaires avant l'entrée en vigueur pour que tout le monde soit prêt à faire avancer le dossier et surtout de ne pas décevoir les victimes, en fait, par un faux départ, là, par un manque de conditions optimales pour l'implantation. Hmm. Mm. Merci. Puis en Australie, Fanny? Oui, alors en Australie, donc évidemment, c'est des éléments différents qui ont pu ressortir, mais c'est sûr que ce changement de conversation dont parlait Karine en Grande-Bretagne, il a quand même eu lieu aussi à travers des débats publics, parce que la société civile, les médias se sont quand même beaucoup emparés de la question de la criminalisation. Est-ce qu'on doit le faire? Comment on devrait le faire? Puis d'ailleurs, chacun des États a eu un peu sa façon à elle d'aborder la question. Mais c'est ça, ça n'a pas toujours été des débats qui étaient très faciles, hein. On nous a rapporté que ça avait été houleux, que ça venait des fois aussi un petit peu fragmenter là, le réseau d'organismes communautaires. Mais en même temps, ça a été très fécond aussi. Donc ça a permis que tout le monde s'approprie cette notion-là, d'ouvrir cette conversation sur le contrôle coercitif. Donc avant même de criminaliser. Les gens ont eu l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur le contrôle coercitif, sur les formes plus subtiles de la violence conjugale. Donc ça, en soi, c'était déjà une belle avancée. Ce qui nous a marqué aussi beaucoup, c'est que dans les deux États, même s'ils n'ont pas procédé de la même façon, il y a eu une réflexion vraiment plus globale autour du contrôle coercitif, de la réponse qu'on apporte, de la réponse judiciaire qu'on apporte au contrôle coercitif et pas juste sur la création d'une infraction. Ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement unique. Puis, chacun à leur façon, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud ont mis sur pied une sorte de feuille de route pour conduire une réforme qui est beaucoup plus générale que juste la création de l'infraction. Donc, au Queensland, ça a pris la forme d'une consultation vraiment très, très large qui a été saluée. Tout le monde a pu vraiment prendre la parole sur cette question. Puis ensuite, une feuille de route a vraiment été établie sur comment le gouvernement devrait procéder avec quand même une reddition de comptes sur les plans d'action.
Par contre, au niveau de l'implantation, le bas blesse un petit peu davantage au niveau du Queensland parce que ça s'est pas forcément traduit aussi bien qu'ils l'auraient souhaité. Alors qu'en Nouvelle-Galles du Sud, donc il y a peut-être eu moins de consultations en amont, ils ont plutôt réfléchi, eux, sur est-ce qu'on devrait ou on ne devrait pas. Mais par contre, au moment où ça a été vraiment criminalisé, là, il y a vraiment toute une structure qui s'est mise en branle avec des comités d'experts, avec des gens qui étaient responsables de surveiller, de suivre l'évolution de la réforme, puisque ça a permis aussi de réunir beaucoup de gens, c'est d'avoir une concertation, beaucoup des acteurs. Ils ont aussi placé la voix des victimes vraiment à l'avant-plan. Puis ça se ressent aujourd'hui dans les formations qu'ils donnent, dans le fait que ce soit co-dispensé. Ça fait aussi remonter tous les enjeux de terrain et notamment, par exemple, des enjeux que peut-être certains acteurs judiciaires vont pas forcément, ils vont pas en être témoins. Donc dans les régions rurales, les réalités des femmes autochtones, des femmes qui vivent avec un handicap. Donc ça, c'est quelque chose que les groupes communautaires, que les victimes elles-mêmes ont pu ramener au fur et à mesure que la réforme se déployait et que les acteurs s'adaptaient en fait à cette nouvelle loi. Puisqu'on remarque aussi beaucoup qui nous a vraiment surprise quand même en Nouvelle-Galles du Sud, peut-être par rapport aux autres juridictions, c'est une espèce de posture d'humilité puis aussi de prudence par rapport à la mise en œuvre en fait de l'infraction. Donc on sent qu'ils ont vraiment envie de bien faire les choses, ils ont envie de prendre le temps de mettre en place tous les mécanismes pour surtout pas, en fait pour éviter des conséquences indésirables, des effets néfastes ou de pas respecter non plus l'intention du législateur. Ils ont aussi évidemment la société civile et les médias qui veillent et ils en sont très conscients. Donc, ils ont à cœur de faire ça bien, mais cette appréhension-là, d'un côté, on a pu observer des fois une forme de paralysie ou vraiment une peur de mal faire, et en même temps, on voit que ça a permis la mise en place c'est ça, de mécanismes de contrôle, de surveillance. Il y a une évaluation qui est prévue, donc ça leur a permis en fait de mettre en place toute une infrastructure, des pratiques qui permettent de bien surveiller, de ne pas avoir d'effets indésirables, même si peut-être les chiffres sur les mises en accusation sont plus basses. Mais ça nous a marqué. Puis peut-être une dernière chose, c'est vraiment toujours en Nouvelle-Galles du Sud, le leadership de la police, donc la façon dont ils se sont engagés dans cette réforme-là. On voit que c'est quelque chose qui est très porteur. Donc à l'interne, ils sont tout le temps en train d'essayer de ramener. Ils croient vraiment à cette réforme-là et ils s'assurent que ça percole sur le terrain. Évidemment, c'est des grosses machines, donc on n'est pas en train de dire non plus que tout est parfait, mais ça avance Hmm. relativement bien. Donc, plusieurs éléments desquels on peut s'inspirer. Vous avez aussi commencé à nommer les impacts, hein. Vous avez parlé du changement de conversation. On comprend aussi que ça amène évidemment une meilleure compréhension du contrôle coercitif, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous nommer quelques impacts, si je peux dire, tangibles ou en tout cas très, très concrets, là? Je sais que vous vouliez parler de l'impact que ça va eu sur le nombre de dossiers en violence conjugale, de nombre de plaidoyers. Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus? Oui, puis juste avant, je vais faire juste un petit ajout à ce qu'on disait, un truc qui m'a marqué aussi du côté de l'Écosse notamment. Euh, c'est à quel point la police en a fait une priorité, mais il y a aussi, juste pour vous donner une idée, il y a une espèce de task force, d'une équipe élite de la police. Au niveau de la police d'Écosse, qui se consacre à la violence conjugale. Puis ce qu'on se faisait dire aussi, c'est que c'était extrêmement bien vu. Puis c'était doté de financement, il y avait de la formation spécialisée et tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ce leadership-là qui peut être pris par des organisations pour vraiment veiller à une meilleure sécurité des victimes, puis de voir dans les différents projets, que ce soit du côté de l'Australie, comme disait Fanny, ou du côté de l'Écosse, notamment le financement qui peut être accordé pour pouvoir soutenir les initiatives prometteuses aussi. Puis en termes de répercussions autres ou plus larges ou concrètes encore, au-delà, oui, du reconnaissance de l'ensemble du vécu qui était mentionné notamment par Fanny, il y a aussi l'appréciation du risque homicidaire. Veux pas quand on comprend mieux les schémas de comportement, puis on comprend le danger que ça représente, puis malheureusement,
Il y a eu nombre de dossiers, un qui a été déterminant du côté de l'Australie, tous les acteurs nous en ont parlé, le dossier de Hannah Clark avec ses 3 enfants, où il n'y avait pas eu de violence physique au préalable et il y avait vraiment plein de situations de contrôle. Un exemple, vraiment un détail, mais elle ne pouvait pas porter de couleur rose notamment, donc il contrôlait jusqu'aux couleurs qu'elle portait dans son habillement. Et finalement, ça s'est conclu par un familicide, donc Hannah Clark et ses enfants qui ont péri. Monsieur s'est suicidé ensuite. Mais c'est vraiment de prendre conscience que, attends une minute, c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique qu'il n'y a pas de danger. On se rappelle que c'est dans le tiers des cas où il n'y aura pas de violence physique avant le féminicide. Autre chose, puis c'est notamment avec des discussions du côté de l'Écosse où là, on était à quand même un 5 ans environ post-entrée en vigueur. Un enquêteur en VC qui avait vraiment une super bonne compréhension disait que pour lui, c'était plus facile de prouver le contrôle coercitif que de départager des situations de violence physique où il peut y avoir des versions contradictoires et tout ça. Euh, il disait que quand on comprend bien le contrôle coercitif, les schémas de comportement, ça laisse des traces. Ça laisse des traces notamment dans le monde numérique, puis ça a été confirmé dans l'Australie. Donc, tout ce qui est digital, tout ce qui est dans les messages courriels, dans les menaces, dans les virements électroniques, qui est fort documenté du côté de l'Australie notamment, là. Donc, même les banques s'y mettent pour détecter les menaces qui y en ont jusqu'à 50 000 par mois dans les virements. Vous savez, quand on fait un virement électronique, on peut mettre un message à la personne. Donc, il y a ces insultes-là. Donc, tout le digital, donc dans les relevés bancaires aussi au niveau du contrôle financier. Alors, cet enquêteur-là disait, euh, comme il y a aussi un sentiment de légitimité de certains auteurs, vont moins se cacher qu'au niveau de la violence physique, il va y avoir plus de traces qui vont être encore accessibles. Ça peut prendre plus de temps, ça, les gens, je pense, ont été unanimes pour dire que ça prenait plus de temps, mais c'est pas nécessairement plus difficile de documenter le contrôle coercitif. Autre chose aussi qui avait été mentionnée, c'est une hausse des dossiers de violences sexuelles en contexte de violence conjugale. Puis ce à quoi il l'attribuait, c'était du fait que les policiers vont creuser davantage l'historique. Tu sais, au lieu de se limiter à l'intervention du jour, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi je suis ici, c'était vraiment de creuser la dynamique de la relation, prendre le temps, poser davantage de questions. Et puis, ils ont constaté donc cette hausse de dossiers tout de suite à ça. Autre changement aussi, c'est une hausse des plaidoyers de culpabilité. Puis encore une fois, c'est en Écosse où l'explication qui avait été donnée, c'est que un policier racontait, il dit, tu sais, quand tu vas à la cour, puis bon, violence physique, tu peux dire que tu as eu une mauvaise journée, tu as l'ancienne vision, tu as pété ta coche, tu as explosé cette fois-là et tu t'en es pris. Et dans le contexte de contrôle coercitif, c'est que là, on vient prouver un schéma de comportement. Il dit, c'est un peu comme si on venait prouver que tu fais ça sur le long terme. Tu es comme une mauvaise personne. En fait, tu es déterminé à terroriser l'autre personne, à l'isoler. Alors, il disait que le sentiment, la gêne, en fait, de passer à la cour et d'être dépeint de cette façon-là, incitait certains individus, donc, à plaider coupable. Et c'était une des conséquences qui a été marquée notamment du côté de l'Écosse. Donc, en termes de dossiers, de nombre de dossiers, puis là, on veut peut-être assurer aussi les professionnels judiciaires qui peuvent être ici. C'était pas un tsunami dans les premières années, hein. Il y a vraiment, comme disait Fanny, soit une prudence ou une période d'apprentissage. Fanny évoquait la fébrilité, hein. On a parlé avec une policière puis qui disait, quand j'ai monté un dossier, c'était le premier dossier au poste, et ils ont dit, OK, mais pourquoi il fallait que ça soit nous au poste. Il y avait comme une espèce de dire, OK, mais comment concrètement on met ça en place? On ne veut pas faire de gaffe. Est-ce que c'est le bon dossier? On a tous les éléments? Est-ce que c'est le dossier parfait? Ça va-tu créer une mauvaise jurisprudence? Mais donc, voilà. Fait qu'on a les chiffres là, du côté de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. On parle de 473 incidents rapportés en 18 mois, 22 personnes accusées, tous des hommes rapportés en Nouvelle-Galles du Sud. Donc, un départ où eux, ils évoquaient de la prudence. Puis, il faut se rappeler aussi que les lois sont pas rétroactives, hein. Puis c'est un message qui est important, je pense, de communiquer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va être entré en vigueur, admettons une date hypothétique, 1er juillet 2028, ça rentre en vigueur au Canada. Les comportements qui ont été commis avant l'entrée en vigueur ne constitueront pas des éléments qui peuvent représenter une infraction. Ça peut être super pertinent pour comprendre la dynamique pour tout ça, mais ça va être les gestes qui vont être survenus après l'entrée en vigueur. Donc, c'est sûr aussi que faut laisser le temps au temps de passer pour pouvoir documenter les comportements à venir.
Puis si on voit les chiffres du côté de l'Écosse, donc qui a une population de 5,5 millions environ, en 24-25, on parle de un peu plus de 2000 accusations portées en vertu du contrôle coercitif, une hausse de 11 par rapport à l'année précédente. Donc, on parle vraiment de l'infraction de contrôle coercitif, alors que, il y a d'autres accusations qui se portent sur, par exemple, voie de fait ou, par exemple, la traque ou du harcèlement. Puis, du côté de l'Angleterre et de Pays de Galles, on se rappelle, ça a commencé en 2015. Donc là, on est à 11 ans d'entrée en vigueur. En 24-25, on parle de 50 000 dossiers environ de contrôle coercitif qui ont été détaillés par la police, puis ça a donné lieu à 5 000 accusations. Donc, juste quelques chiffres, puis je vais laisser Fanny peut-être compléter sur d'autres volets. Oui, ben peut-être juste une dernière chose que je mentionnerais, c'est par rapport à l'augmentation de la demande d'aide. Donc, on a pu nous rapporter, par exemple, en Nouvelle-Galles du Sud, que certaines maisons d'hébergement ont rapporté vraiment des fortes augmentations de demandes d'aide. Ça nous dit pas forcément que c'est des personnes qui ont choisi la voie judiciaire par rapport au contrôle coercitif, mais en tout cas que c'est des personnes qui, à un moment donné, se sont senties quand même légitimes d'aller chercher de l'aide, qui se sont dit peut-être que j'ai besoin et qu'elle l'aurait peut-être pas fait avant parce que justement le message qui était envoyé, c'était pas forcément que le contrôle et la privation de liberté étaient criminels. Donc c'est quand même un résultat en soi là, de pouvoir se dire qu'on peut intervenir de façon plus précoce auprès des victimes et qu'elles vont demander de l'aide alors que peut-être qu'elles l'auraient pas fait auparavant. Hmm. Puis je préciserais peut-être juste un petit quelque chose, Soraya, si tu permets. Au niveau aussi des différentes juridictions, il y a différentes façons de comptabiliser, en fait, le progrès et tout. Fait intéressant du côté, s'il y en a qui se posent la question, du côté de l'Écosse notamment, il y a vraiment un mouvement où les procédures en vertu du contrôle coercitif étaient pris par, si vous voulez, procédures sommaires, ou si on veut utiliser un langage plus simple, donc à une cour peut-être de plus bas niveau, plus rapide, avec des sentences maximales de 1 an. Et là, vraiment, il y a un mouvement pour que ça soit vers des dossiers donc étoffés et tout, où on va se diriger vers des peines plus longues devant une cour, une juridiction, un peu comme pour acte criminel du côté du Québec. Et on voit cette aisance d'étoffer les dossiers, de donner des sentences beaucoup plus graves aussi. Alors, il y a ce mouvement-là. Puis pour les curieux, curieuses, l'Australie ventile de manière super détaillée, donc, ben, pas l'Australie en général, mais la Nouvelle-Galles du Sud. Donc, je pense que ça va être déposé, si ce n'est déjà fait, par notre collègue Mathilde. Il y a un bureau de la statistique de la criminalité qui partage de manière, je pense, c'est à chaque trimestre environ, les données par rapport à l'infraction de contrôle coercitif. C'est super intéressant. Vous pouvez aller le voir. Ça ventile des infos sur les victimes, les personnes suspectes, est-ce que, dans le fond, l'infraction de contrôle coercitif a été posée uniquement ou est-ce que c'était joint à d'autres types d'infractions? Donc, s'il y a vraiment, ils ont décortiqué l'ensemble des informations, puis c'est ce qu'on espère, en fait, amener au Canada ensuite. Quand tu dis juste pour les gens qui sauraient pas nécessairement c'est quoi la ventilation, Karine, juste Oui, expliquer rapidement. Oui, ben en fait, c'est qu'on va venir donner des détails sur chacun dossier. Donc, au lieu de juste dire, ben on a environ 475 dossiers, puis il y a eu 22 accusations, on va vraiment, puis vous allez pouvoir aller le voir, là, c'est par trimestre, c'est par région, ça va être pour voir quel genre de comportement aussi est-ce qu'on est allé cibler. Est-ce qu'il y avait des genres de soit 810 au préalable, comme on a ici des ordonnances de protection, qu'elles soient au criminel ou civil. Donc, on est vraiment en train d'essayer de détailler, de mapper en bon français les comportements, les accusations, les réactions. Pourquoi est-ce que finalement c'est 22 accusations sur les 475 ou est-ce que finalement ça a pris fin? Donc, il essaie vraiment d'avoir de la transparence sur le fonctionnement. Puis comme disait Fanny, fait super intéressant, c'est qu'ils font vraiment, ils se rassoient ensemble, les spécialistes, comme à 1 an après, donc à chaque année, pour faire un état des lieux. Dans quelle direction est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on a des effets indésirables? Est-ce qu'on doit modifier la législation aussi? Fait qu'on apprécie beaucoup cette transparence, mais pour pouvoir réagir, encore faut-il avoir les données pertinentes. Hmm. Puis maintenant, je vous propose qu'on revienne chez nous, parce qu'on a évidemment cette discussion, parce que le projet de loi C16 a été déposé à l'étude en décembre 2025. Vous l'avez dit depuis le début de notre conversation, mais peut-être juste nous rappeler ce qui a permis qu'on se rende là, en fait, et aussi qu'est-ce que comporte actuellement ce projet de loi.
Oui, en fait, pour C16, je mentionnais tantôt chapeau au NPD parce qu'initialement, le NPD donc, a déposé trois projets de loi, trois tentatives différentes, pas sous le gouvernement actuel, mais dans les précédents. Et puis, la dernière tentative du NPD, peut-être qu'il y en a parmi vous qui la connaissez, C332, qui a été un projet de loi qui s'est rendu presque en toute fin de course, qui a été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes. Ça, c'est pour montrer, quand c'est un projet de loi qui n'est même pas porté par le gouvernement, à quel point il y avait une adhésion à travers l'ensemble des partis politiques pour criminaliser le contrôle coercitif. Finalement, malheureusement, c'est vraiment la prorogation du Parlement avec les élections fédérales, donc qui a mis fin, qui a causé la mort au feuilleton de C332. Mais tous les apprentissages, les réflexions qui avaient été faites ont été précieusement gardés. Ça a continué d'évoluer. Et comme tu dis, Soraya, C16 a été déposé. Donc, pour la première fois, un projet de loi porté par le gouvernement, on va se dire, c'est un peu une fast track, hein, on évite de passer en dernier tout le temps dans les périodes d'études au Parlement. Il faut savoir que C16, oui, ça porte sur la criminalisation du contrôle coercitif, mais c'est un projet de loi immense qui traite de plein d'autres sujets. Donc, le contrôle coercitif est un peu à la remorque de l'ensemble de la progression du projet de loi. Et comme tu le disais, il est à l'étude, en fait, du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Ils ont terminé leur étude article par article. Donc, on attend qu'il y ait en troisième lecture et un petit rafraîchissement au niveau du processus parlementaire. Par la suite, ça va aller au Sénat. Et donc, on ne peut pas prédire, malheureusement, avec une boule de cristal, la date de sanction royale. On est toutefois confiante. Puis, quand on regarde à quoi ça ressemble, cette bébite-là, donc ce qui est intéressant, c'est que l'infraction viendrait adresser la violence physique, viendrait adresser la violence sexuelle également. Et là où on est un peu plus novateur, c'est vraiment dans les autres types de comportements. Puis là, je ne vais pas aller dans le super détail, mais je vous donne quand même un paragraphe qui est important. Donc, adopter tout autre comportement, notamment les comportements ci-après. Donc, si vous allez voir, vous pouvez googler, c'est public, là, C16, allez voir le texte de loi. Puis, comme Soraya, tu le mentionnais, selon l'avancement, il peut changer, il peut être modulé aussi. C'est l'article 28 du projet de loi. Donc, les comportements qui apparaissent, c'est pas limité à ça. Donc, notamment les comportements ci-après, dans le cas où il est raisonnable de s'attendre, compte tenu du contexte, à ce que le comportement fasse croire au partenaire intime que la sécurité de celui-ci ou celle d'une personne qu'il connaît est en danger. Et donc, il y a cette notion-là qui est présente. Et là, ce qu'on est bien content d'avoir, c'est d'avoir une liste d'exemples de comportements, de domaines, de familles, en fait. Et là, vous avez justement la localisation, les mouvements, les interactions sociales hein, qu'on peut avoir, donc limiter l'accès à la famille, aux amis. Après ça, on a la manière dont le partenaire intime va prendre soin d'un enfant. Il va avoir tout le domaine de l'emploi, de l'étude, les finances également aussi, l'expression de genre, l'habillement, l'alimentation, les médicaments, l'accès à des services de santé. Puis il va avoir aussi la violence culturelle, donc au niveau de l'emploi de la langue. Et il va avoir la violence spirituelle aussi, tout ce qui est au niveau des croyances religieuses. Et finalement, un point vraiment important, menacer de se donner la mort ou de poser un geste autodestructeur. Parce que, bon, vous le savez, dans vos pratiques, malheureusement, c'est un point qui est récurrent, qu'on voit, et qui est aussi annonciateur d'un danger, d'un grand risque homicidaire également. Donc, ça fait partie du projet de loi. La peine est alignée avec la peine au niveau du harcèlement criminel. Harcèlement criminel, pardon, on parle d'un 10 ans maximum. Et on vient aussi préciser notamment que par notion de sécurité, on inclut la notion de sécurité psychologique et non seulement physique. C'était reconnu par la jurisprudence, mais le législateur vient préciser quand même l'information. Mais on rappelle encore une fois que ça ne sera pas rétroactif et puis que le texte de loi peut changer aussi d'ici la fin de son processus. Donc, voilà pour C16 actuellement. Et puis Merci, peut-être Karine. pour compléter, Karine, mais donc ça, on parle vraiment de l'infraction en elle-même. Donc le projet de loi, il comprend pas tout ce qu'il pourrait y avoir autour pour permettre une bonne implantation. Donc ça parle pas de financement, ça parle pas de même pour l'instant révision de la loi, on n'est pas encore là, je pense, mais c'est ça. Il n'y a pas forcément pour des équipes spécialisées au sein des corps policiers, au sein des procureurs. Donc il y a quand même tout ce volet-là qui reste, pour lequel il faut encore veiller et continuer à pousser parce que
un des plus grands apprentissages en Australie, c'est vraiment que l'implantation est aussi, si ce n'est plus importante, le soin qu'on y accorde, plus importante que la création de l'infraction, même si évidemment c'est un très gros morceau, l'infraction en tant que telle. Oui, puis Hmm. pour juste faire du pouce sur ce que tu dis, Fanny, aussi, une des différences, c'est qu'au Canada, on a un code criminel. Dans les juridictions qu'on a visitées, c'est que ce sont des lois qui s'accumulent. Et donc, dans les lois, ils peuvent aller plus largement. Là, nous, C16, ça vient ajouter, comme si on glissait une page supplémentaire dans le code criminel. Mais on espérait quand même que dans un autre contexte législatif, donc, il puisse avoir des articles qui adressent justement la formation, comme disait Fanny, par exemple. Alors que justement, du côté de l'Australie, comme c'était des lois entières, ils pouvaient parler de même de l'utilisation du oui-dire. Donc, ils ont vraiment fait des changements législatifs beaucoup plus grands. Ils ont une flexibilité, en fait, qu'on aimerait voir s'implanter au Canada avec justement peut-être des modifications à d'autres types de lois en dehors de C16. Hmm. Mais justement, allons-y, là, dans ces 16, qu'est-ce que vous voudriez absolument voir dans le texte de loi? Tu sais, vous nous avez dit, la loi seule, c'est pas ça qui va tout changer. Vous avez nommé plusieurs fois l'importance des conditions d'implantation, des moyens, pour implanter la loi pour que ça fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez me donner plus de jus là-dessus, justement, les éléments, là, que vous voulez voir dans le texte de loi, puis autour aussi, pour que ça fonctionne bien au Canada? Mais quand on regarde l'infraction, la façon dont C16 aborde vraiment l'infraction de contrôle coercitif, on est somme toute très satisfaite dans l'ensemble parce que justement, ça reprend les bons coups de l'Écosse, que ça soit au niveau de l'inclusion de la violence conjugale post-séparation, les exemples de comportement, le test, l'approche objective de la personne raisonnable. La peine est aussi alignée avec minimalement, bon, le harcèlement criminel. Là où on veut vraiment s'assurer, c'est d'avoir, un peu comme en Australie, d'avoir un délai d'implantation suffisant. Donc, on va surveiller ça, la façon dont c'est formulé dans ces 16. Ça laisse une latitude, en fait, pour le législateur d'y aller en bas c'est maximum 2 ans avant l'implantation. Nous, on souhaite vraiment qu'il y ait un 2 ans complet pour former l'ensemble des acteurs judiciaires à travers le Canada, parce que c'est important de penser à l'ensemble des provinces, puis on ne veut pas répéter ce qui s'est passé du côté de l'Angleterre. C'est vraiment, ça serait vraiment difficile. Puis autrement, il y aurait la possibilité de réviser la loi. Fanny l'a évoqué, c'était vraiment majeur. Puis même en Australie, en Nouvelle-Galles du Sud, ils sont même venus spécifier, voici certains des items sur lesquels on voudrait réfléchir 2 ans avant l'entrée en vigueur. Notamment, est-ce qu'il y a des effets indésirables sur justement une surreprésentation de certaines communautés? Est-ce que on devrait élargir au-delà des partenaires intimes? Donc, on pense par exemple au niveau des proches aidants. Est-ce que donc ils ont vraiment, avec humilité, dire ça se peut qu'on ne l'ait pas parfait du premier coup, puis on prévoit déjà faire une révision de la loi en fonction des données, en fonction de ce qu'on entend sur le terrain. Donc, on aimerait ça avoir justement cette révision-là de la loi qui est déjà prévue parce que des fois, on peut avoir plein de bonnes intentions, mais quand on n'est pas contraint par une loi, des fois, il y a des gens qui changent et tout, il y a des contraintes financières, il y a d'autres priorités qui peuvent se passer avec nos voisins du Sud. Et là, ça chamboule aussi les objectifs de financement. Sinon, il y a tout l'aspect de formation des professionnels avec aussi la collaboration des autres partenaires, incluant les ressources d'aide aux victimes aussi, d'adopter l'approche centrée sur les traumatismes dans les formations également, formation de la magistrature aussi sur la question du contrôle coercitif. Et finalement, il y a aussi tout l'aspect, comme le disait Fanny, de la comptabilisation des données. Donc, pour qu'on fasse un peu comme la Nouvelle-Galles du Sud fait, donc d'aller chercher vraiment plein de données pour savoir est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on est en train de répondre aux objectifs à la fois du législateur, mais aussi aux besoins de sécurité des victimes et des acteurs judiciaires. Est-ce qu'on est en train de leur donner les outils adéquats pour y arriver ou est-ce qu'on doit corriger un petit peu le tir? Puis Fanny, tu peux poursuivre aussi là-dessus. Oui, ben exactement. Alors après ça, en dehors de ces 16, comme c'est pas forcément par rapport à la modification du code criminel, c'est sûr que ça va prendre des mesures autour de ça. Ça pourra peut-être prendre la forme d'un autre texte de loi ou évidemment de mesures, etc. Mais ça va prendre vraiment quelque chose qui nous permet de superviser l'implantation, de la suivre de près, donc qui est vraiment un œil public aussi, qui est beaucoup de transparence par rapport à cette réforme. Ce qu'on se rend compte avec nos différentes missions, c'est que
c'est des gros changements qui impliquent vraiment tout un écosystème. Donc, autant toute la chaîne socio-judiciaire que les organismes qui viennent en aide aux victimes, même tout le milieu communautaire aussi qui peut soutenir les victimes, qui soutient aussi, qui prennent en charge les auteurs. Donc, il faut prendre le temps de concerter tout ce monde-là. Il faut les impliquer. Et puis, vraiment, une leçon en Australie, c'est que quand on implique, par exemple, les services d'aide aux victimes, on se rend compte qu'on peut vraiment aller plus loin, qu'on peut raffiner, qu'on peut s'assurer de faire remonter des éléments, par exemple, sur la question de l'identification erronée de l'agresseur. Donc, si une femme, par exemple, s'est défendue, euh, on peut aller regarder, OK, là, par exemple, en Nouvelle-Galles du Sud, donc, il y a tout le profil aussi des auteurs et des victimes là, dans les données qu'ils collectent. Et ça permet d'aller voir, OK, là, on a une femme qui est mise en accusation, qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste d'aller comme revérifier un petit peu, repasser à travers le dossier pour s'assurer de ne pas faire d'erreur non plus, puis de casser certains biais aussi par rapport à certaines communautés, notamment les femmes autochtones, des femmes racisées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont sous leur loupe. Mais c'est ça, donc ça prend vraiment des mesures autour, puis ça peut prendre la forme de directives, par exemple des directives aux procureurs, des changements de structure organisationnelle où on pourrait avoir par exemple des leaders au sein des équipes spécialisées, au sein des corps de police, mais aussi des mesures comme des caméras corporelles en Australie. Donc tous les policiers ont des caméras corporelles et ça leur permet d'avoir toutes sortes de preuves aussi quand ils arrivent dans une situation, de collecter cette preuve-là, de voir aussi comment se présente la victime, dans quel état émotionnel elle est. Ils vont aussi faire sa déposition par vidéo. Donc, ça permet aussi d'aller collecter de la preuve. C'est ça, de pouvoir, d'avoir évidemment des campagnes d'information du public. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a rapporté aussi en Australie, puis je pense en Grande-Bretagne, qui a été très, très utile et bien fait. Mais c'est vraiment d'informer la population que c'est une nouvelle infraction parce que ça vient quand même beaucoup changer la vision qu'on a de la violence conjugale. Ce qui était vraiment intéressant en Australie par rapport aux campagnes d'information, c'est qu'ils ont travaillé ça avec une approche très personnalisée. Donc au sein de corps de police, ils ont des agents de liaison, agents de liaison pour les communautés LGBTQ+, agents de liaison pour les personnes autochtones, pour les personnes issues de différentes communautés ethnoculturelles. Et ils vont aller travailler avec des ambassadeurs, avec des leaders de la communauté pour essayer de bien comprendre c'est quoi les enjeux qu'ils vivent, c'est quoi leur perception de la loi aussi. Et ils vont essayer d'aller défaire des nœuds comme ça et pouvoir les informer, pouvoir bien expliquer c'est quoi le contrôle coercitif sans forcément que ben c'est ça, sans que ce soit donc aussi le corps de police qui s'adresse à ces communautés qui sont parfois revictimisées par la police ou qui n'ont pas eu toujours des expériences très positives. Donc il y a tout un travail où en fait quand on se rend compte qu'on inclut les organismes, ça va vraiment bonifier le lien de confiance aussi qu'on construit avec les victimes. Mais pour tout ça, ben, ça prend évidemment aussi des moyens financiers. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas non plus prévu par la loi. On voit que ça augmente aussi les demandes d'aide, donc c'est aussi tout plein de ressources qu'il va falloir aussi allouer, évidemment pour le travail policier, le travail des procureurs également. Mm. Puis tu le disais, Fanny, puis je réinsiste peut-être un peu là-dessus. Donc, toutes ces conditions que vous nous avez nommées là, pour que ça fonctionne bien, en ce moment, c'est pas dans le texte du projet de loi. C'est ça, on n'a pas d'engagement pour l'instant à cet effet-là, donc on va continuer à pousser, puis on invite aussi le fait d'avoir un œil public sur cette réforme-là, ça peut aussi mettre un petit peu de pression pour avancer à travers une réforme beaucoup plus globale. Ouais. Si je peux rajouter, en fait, quand on était en Écosse, Marsha Scott, justement, de Scottish Women's Aid, disait à quel point c'est dangereux de faire une réforme législative sans qu'elle soit accompagnée d'une implantation adéquate. Parce que ça peut donner l'impression qu'on adresse un problème, qu'on a réglé le problème et on passe au prochain numéro. Et donc, si on met une nouvelle loi, mais qui n'est pas accompagnée des mesures, on risque de créer d'autres problèmes. Puis comme disait Fanny aussi, il y a toute la question d'avoir une mauvaise identification, notamment de l'agresseur principal. Donc, pour pas que ça se produise, parce que c'est une crainte qu'il y a au Canada,
ben à ce moment-là, il faut se pencher sur de la formation qui va venir outiller, justement, permettre aux policiers policières de déterminer, d'identifier les schémas de comportement, identifier c'est qui l'agresseur principal. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel. C'est que oui, c'est une excellente mesure, mais il faut vraiment l'entourer aussi. Il y a Hmm. une question que je vois à l'écran. Je peux peut-être juste répondre vu que je la vois passer. Est-ce que les enfants sont pris en compte dans le projet C16 aussi au niveau de la formation de la DPJ? Alors, pour répondre, pour C16, l'enfant peut pas. En fait, ce qui se passe, c'est que l'infraction, c'est vraiment entre partenaires intimes. Donc, un enfant qui vit ces comportements-là pourrait pas être considéré comme, si vous voulez, la victime au sens juridique de l'infraction. C'est-à-dire que l'infraction, ça doit être à l'égard d'un partenaire intime. Toutefois, il y a un des comportements où justement on vient dire que quand il y a un contrôle, une tentative de contrôle, la manière dont une partenaire s'occupe d'un enfant, bien à ce moment-là, ça peut être constitué un des gestes interdits dans l'infraction. Du côté de l'Écosse, ils en ont fait un facteur aggravant, donc de ce type-là. Il faudra voir si la législation, à un moment donné, va aller plus largement dans la violence familiale. C'est à figurer, mais pour l'instant, c'est vraiment entre partenaires intimes que l'infraction est constituée à ce titre-là. Merci, Karine. Peut-être justement, amenons notre regard sur les femmes qui sont victimes de contrôle coercitif, là. Qu'est-ce que la criminalisation pourrait changer pour elles? Ben, je vais y aller avec, en fait, du côté de l'Écosse, pas de l'Écosse, pardon, de la Nouvelle-Galles du Sud. Comme Fanny le disait, il y avait eu vraiment un gros débat en amont sur est-ce qu'on devrait criminaliser ou pas, pour plein de raisons qui sont super pertinentes. Et il y a eu un sondage qui a été fait, qui est disponible en ligne, aussi fait auprès des survivantes à travers le pays en entier. Sondage fait intéressant qui était mené par des chercheuses qui étaient contre la criminalisation du contrôle coercitif. Et finalement, c'est à 91 que les victimes survivantes se sont prononcées en faveur. Et Hmm. la raison principale pour laquelle elles voulaient criminaliser, voire la criminalisation du contrôle coercitif, c'était vraiment la dénonciation sociale euh, que ça apportait. Donc, elles n'étaient pas nécessairement dans la sentence et tout ça, elles étaient vraiment dans l'esprit du message de dire faut qu'on mentionne que c'est intolérable. Mentionnons-le à la société, mentionnons-le aux auteurs de violence aussi, que les gens sachent que ce genre de comportement-là, ben, c'est dangereux et ça ne devrait pas faire partie de la vie des victimes. Fait qu'en ce sens-là, assurément que ce changement de conversation-là qui était mentionné du côté de l'Angleterre et de l'Écosse, on le voit se répercuter aussi du côté de l'Australie. Puis un peu comme disait Fanny tantôt, la hausse des demandes, ça vient montrer aussi que il y a des femmes qui s'identifiaient peut-être pas justement comme victimes de violences conjugales auparavant et que cette criminalisation du contrôle coercitif est venue leur faire réaliser que ben elles sont pas folles, puis elles sont pas responsables du traitement qu'elles reçoivent et vient déjà faire un changement à ce niveau-là. Hmm. Donc, on comprend que ce serait positif pour elles, mais il y a quand même des choses auxquelles on doit faire attention, tu sais, des défis que vous avez identifiés que les pays qui ont instauré la criminalisation ont vécu. Tu nous as parlé il y a quelques minutes de la crainte d'erreur, d'identification de la victime. Pouvez-vous nous parler de d'autres choses auxquelles il faut faire attention ici, là? Oui, puis avant d'aller sur les autres choses, je dirais juste préciser que cette crainte d'une mauvaise identification de l'agresseur principal, puis peut-être d'une instrumentalisation par l'auteur de violence de l'infraction contre sa partenaire ou son ex-partenaire, c'est une crainte qui est très présente au Canada, qui était présente partout là, dans les autres juridictions. La réponse a été complètement claire du côté de l'Angleterre et de l'Écosse par l'ensemble des interlocuteurs avec qui on a parlé. Ça ne s'est pas avéré fondé là-bas. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour pas que ça le soit. Il y a vraiment des attentes aussi du côté de que la police fasse l'analyse de l'agresseur principal. Donc, pour l'instant, ça s'est pas avéré fondé. Quand on regarde les chiffres de l'Angleterre, les hommes vont représenter plus de 97% des auteurs dans les dossiers de contrôle coercitif. Du côté de l'Écosse, on parle d'environ 93% aussi. Du côté de l'Australie, il y a un défi peut-être un peu plus grand à différents niveaux. Ce qu'on a aimé voir, Fanny et moi, c'est des mécanismes de contrôle qui étaient mis en place, notamment quand justement la victime était, en fait, quand
la personne qui était identifiée comme l'agresseur était une femme, il y a un autre mécanisme de contrôle où on vient recreuser davantage puis vraiment valider l'information. Mais quand on regarde au niveau des statistiques de la Nouvelle-Galles du Sud, dans les personnes qui sont accusées dans l'ensemble des dossiers jusqu'à maintenant, c'est tous des hommes dans ce contexte-là. Mais il faut savoir qu'il y a une réflexion. Disons que l'analyse de l'agresseur principal dans notre passage du côté de Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud était peut-être pas basée sur l'analyse de l'ensemble des schémas de comportement et était peut-être encore sur une analyse fondée sur des incidents isolés. Pour les autres items, je vous dirais qu'un défi qu'on va avoir au Canada, contrairement à d'autres juridictions qu'on a rencontrées, on a un territoire immense. Le code criminel, c'est pas juste pour le Québec. Même au Québec, on a plein de corps policiers. Quand on était en Écosse, quand on était à Queensland, quand on était du côté de la Nouvelle-Galles du Sud, c'était une organisation policière pour l'ensemble du territoire. L'Angleterre, c'est différent, il y en a plusieurs. Là, au pays, il faut penser, juste au Québec, il y en a plein, mais après ça, il faut penser aux autres provinces canadiennes aussi. Même chose pour les procureurs. Là-bas, il y avait une organisation de procureurs par juridiction du côté du pays. Il y a des procureurs par province qui ont des directives différentes. Il y a des procureurs fédéraux qui vont couvrir la violence conjugale dans les territoires. Donc, on multiplie les organisations à voir, puis ça a été mentionné en Écosse, le fait qu'il y ait une police, quand les décisions sont prises, quand les priorités sont établies, ça descend rapidement. Alors que là, quand on multiplie, il va falloir mobiliser l'ensemble des acteurs. Fait que je vous dirais que ça, c'est un défi qui est quand même assez important. Hmm. Fanny, vas-y donc pour les autres. Oui, ben, peut-être quelque chose aussi qu'on veut vraiment éviter à tout prix, là, c'est que on envoie le message aux victimes qu'elles peuvent aller s'adresser à la police, qu'elles peuvent dénoncer ces comportements-là qui sont désormais criminels, mais qu'à la fin, le système judiciaire soit pas au rendez-vous. Donc, soit parce que la réponse policière est pas forcément adéquate, donc ils sont pas capables de documenter, puis ils vont finalement dire à la victime, ben, il y a rien là, on peut rien faire pour vous, soit parce qu'ils n'arrivent pas non plus à le prouver devant les tribunaux, ou alors qu'ils identifient mal aussi la victime, puis que si par exemple elle s'est défendue, ben, que ce soit elle qui soit criminalisée. Donc tout ça, c'est ce qu'on veut éviter et c'est vraiment la formation qui va venir essentiellement adresser ce défi-là, mais c'est aussi tout le lien de confiance qu'on va tisser aussi avec les victimes. Puis à cet égard-là, en Australie, on a vraiment vu des belles initiatives où les corps policiers travaillaient vraiment en étroite collaboration avec les organismes d'aide aux victimes. Avec Karine, on a visité un projet de colocation, donc vraiment un organisme qui a ses bureaux dans une station de police. Et si la femme a besoin de ventiler, de se faire expliquer des choses, même si elle veut pas faire une déposition ou alors si elle veut vraiment reculer, elle va avoir dans le fond accès aux ressources, elle va pouvoir être maintenue un petit peu dans la boucle et avec du soutien. Donc ça, c'est vraiment intéressant justement pour garder la victime vraiment engagée, mais aussi avec du soutien. Euh, Peut-être aussi mentionner, ben c'est ça, évidemment, il va falloir financer tout ce monde-là pour davantage répondre à ces victimes-là. Euh, J'irai avec un autre défi, Fanny, pendant ouais. que peut-être que tu regardes les autres options. Quand Fanny et moi, on a fait le Cobra, donc quand on était en patrouille avec deux policières, une particularité, en tout cas, on a assisté à en fait, une déclaration de la part d'une victime. Puis, en fait, il y avait très peu de questions qui étaient posées par le policier à ce moment-là qui faisait la rencontre. Puis à la fin, on est sorti, puis les policières nous disaient, ben vous voyez, c'est pas si facile, hein, le contrôle coercitif, hein, c'est pas clair si c'est ça ou pas ça, mais on se rendait compte à quel point ils savaient pas nécessairement poser les bonnes questions. Fait que c'est important de développer des outils aussi pour justement venir soutenir les acteurs du terrain parce qu'il y en a qui ont une très bonne compréhension à la base et qui naturellement vont arriver à identifier des choses à demander. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas la même compréhension pour X, Y raison. Oui, la formation peut combler une partie, mais le développement d'outils, comme on est chanceux au Québec avec ben, du travail qui a été derrière la déclaration de la personne victime, le but, c'est justement de faciliter le travail à la fois de la victime,
de savoir de quoi parler, de structurer sa pensée, mais aussi du patrouilleur, de la patrouilleuse qui peut voir ça comme vraiment beaucoup. Donc, c'était un constat de voir aussi comment des fois il y a une bonne motivation, mais comment quand on l'applique sur le terrain, on peut perdre des segments, là. Donc, il va falloir, ça, faut vraiment prendre le pouls du terrain pour voir où est-ce qu'on doit corriger le tir. Fait que ça, c'est quand même un défi parce que ça fait beaucoup de monde qui ont aussi des contraintes de temps. Tu sais, il y a ça, le temps, là. Monter le dossier, on s'est fait dire, ça peut prendre du temps. Des fois, du côté de certaines juridictions, au Royaume-Uni, il y avait une pression pour que le policier, la policière termine son dossier dans un même shift. Donc, on peut s'imaginer dans un contexte où l'infraction de contrôle coercitif, oui, les indices sont là, oui, il y a de la preuve, mais ça peut prendre plus de temps pour aller la collecter. Bien là, cette pression de temps peut causer problème. Puis ce qu'on voit, c'est que parfois, ils vont se tourner vers d'autres infractions plus faciles à prouver en termes de temps. En fait, ils vont pouvoir le faire plus rapidement, puis ils vont laisser tomber le côté du contrôle coercitif. Fait que c'est d'autres défis qu'on va devoir surveiller du côté du Canada aussi. Puis justement, vous nous parlez de l'impact que ça va avoir sur la pratique de professionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire d'autres éléments qui seraient changés si on criminalisait le contrôle coercitif ici? Comment les professionnels qui sont avec nous là, ce midi verraient peut-être leur pratique transformée? C'est quoi les impacts à anticiper? Ben, il y a plusieurs changements. Je vous dirais que le premier qui nous a été martelé dans l'ensemble des juridictions, c'est vraiment de quitter cette vision d'incident isolé, de basculer vers ce qu'on dit en anglais le course of conduct, donc un espèce de schéma de comportement qui s'étire dans le temps. Mais de changer cette lunette-là, ça semble être un important défi, mais ça va être essentiel pour pouvoir bien documenter l'ensemble des comportements, pour pouvoir l'amener à la cour ou que ça soit même en famille ou au criminel dans le contexte de l'infraction C16. Mais ça va être aussi dans un contexte d'appréciation du risque. Donc, c'est un changement important d'aller aussi, d'apprendre à repérer ce qui fait moins de bruit, ce qui laisse moins de traces. Ça va être de creuser parce que pour aller repérer ce qui est plus subtil, ça va nécessiter au niveau d'une alliance avec la victime qui est encore plus grande parce que elle s'ouvrira pas nécessairement sur certains types de comportements. Donc, ça va être de le documenter, même quand il n'y a pas de geste criminalisable. Ça, c'est un travail qui est déjà entamé au Québec par rapport à ça, parce qu'en attendant, on n'a pas l'infraction, mais est-ce qu'on oublie le contrôle coercitif pour autant? Pas du tout. On voit une amélioration dans ce sens-là, donc d'aller le repérer, d'aller le documenter, la documentation, parce que dans le fond, il y a d'autres acteurs dans la chaîne qui vont aussi se baser sur les informations qui sont recueillies là-dedans. Et après ça, de mettre en lumière justement la gravité et le danger. Mais je vous dirais vraiment que dans les gros changements, ça va être justement de quitter la vision d'incident isolé et de documenter l'entièreté, pas juste ce qui est criminalisable, pas juste ce qui est physique, et de vraiment bien le documenter pour venir soutenir les procureurs, alimenter la réflexion des services correctionnels, de la magistrature, évidemment, des libérations conditionnelles aussi. Donc, vraiment de venir jeter une lumière sur l'ensemble du comportement de l'auteur. Hmm. Fanny, je te laisse pour les autres secteurs. Oui, ben, c'est ça. Si on regarde, évidemment, c'est les acteurs judiciaires qui vont être le plus impliqués dans cette réforme-là, mais le milieu communautaire va aussi avoir quand même un rôle très important. Évidemment, les ressources spécialisées comme les maisons d'aide et d'hébergement vont avoir ce rôle de soutenir les femmes, de leur expliquer aussi peut-être la législation, de les soutenir dans toutes ces démarches-là. Mais en fait, tout le milieu communautaire aussi qui peut être amené à être en contact avec une femme victime ou survivante, donc de faire de la prévention aussi, de les sensibiliser au contrôle coercitif. Et pour ça, ça demande évidemment donc un milieu communautaire qui est fort, qui est financé à la hauteur aussi des besoins. Puis du côté des acteurs de la santé et des services sociaux, on y pense un petit peu moins parce qu'évidemment, ils sont pas à l'avant-plan dans une réforme comme celle-là. Mais en même temps, ils peuvent améliorer en fait la trajectoire d'aide des femmes. Donc, quelle que soit finalement la porte à laquelle des femmes peuvent frapper, c'est aussi que la loi va devenir un levier pour dire, ben, si par exemple une femme se confie à une infirmière, à une travailleuse sociale, sur le contrôle qu'elle peut vivre, c'est de lui dire, ben, vous savez, ça, c'est interdit par la loi maintenant, et vous avez peut-être des recours. Et donc de connaître aussi les ressources vers lesquelles les référer,
de consigner parfois aussi quelque chose qu'une femme leur a confié. C'est aussi des petits éléments comme ça qui vont aider peut-être une femme à faire une prise de conscience ou lui donner un peu la légitimité d'aller demander de l'aide par rapport à ce qu'elle vit. Donc c'est aussi des corps de métier qui peuvent faire une différence. Parfait. Je vous invite, les participantes et participants, si vous avez des questions pour nos panélistes, là, on se dirige tranquillement vers la fin de la conférence. On est ensemble jusqu'à 1 heure et demie. Si vous avez des questions, inscrivez-les dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre ou de tenter d'y répondre, du moins. Donc, mesdames, vous nous avez partagé énormément d'informations. Merci, c'était extrêmement riche. Mais qu'est-ce qu'on doit garder en tête si vous avez des messages ou des éléments sur lesquels vous voulez insister, là, qu'est-ce qu'on garde en tête pour les prochaines étapes ou qu'est-ce qui est à surveiller autour de ces 16? Mhm. Ben, moi, je dirais d'abord évidemment que le changement législatif, c'est essentiel, c'est vraiment la pierre angulaire parce que sans ça, on manque cruellement d'un levier. Mais malheureusement, c'est vraiment pas suffisant non plus pour que les victimes soient bien protégées, bien prises en charge ou écoutées. Pour l'instant, donc, je veux quand même le rappeler qu'on n'a pas d'engagement à ce que le gouvernement mette en place vraiment toute une structure autour de l'implantation. Donc, évidemment, il va falloir surveiller ça de près. L'infraction en elle-même, elle va pas tout changer. Il faut que l'écosystème qui va entourer les victimes soit soutenant pour les femmes survivantes et victimes, mais aussi pour les acteurs judiciaires. Il faut que les acteurs socio-judiciaires soient bien épaulés à travers tout ça. Et ça peut passer par des équipes spécialisées, par évidemment le financement pour de la formation, mais vraiment que ce soit des acteurs qui soient pleinement engagés, écoutés, puis qui communiquent aussi ensemble. Mm. Puis je dirais dans la foulée de ce que Fanny précise, puis tout à l'heure, Fanny, tu l'évoquais, toute l'humilité et le respect de l'expertise du terrain. Quand on regarde dans la Nouvelle-Galles du Sud, c'est un comité d'experts, un comité de travail qui se penche, qui est constitué à la fois du milieu judiciaire, du milieu policier et du milieu des ressources communautaires, qui travaillent ensemble, qui a une grande marge de manœuvre. Il faut aller lire dans les rapports là, parce que c'est vraiment, on le creuse, on le détaille. Ils travaillent ensemble pour la suite des choses, pour déterminer les bons coups, les faiblesses, comment on se penche. C'est un peu un rêve d'avoir cette collaboration, ce partenariat avec un respect de l'expertise de chacun aussi, en sachant que si un pôle qui ne le maîtrise pas, c'est tout le milieu qui va tomber, là, qui va avoir une déception. Donc, c'est vraiment beau à voir et c'est ce qu'on vraiment on veut retenir et de former l'ensemble des gens avant l'entrée en vigueur aussi, puis que cette formation-là soit axée non pas juste sur le contenu de la loi, mais vraiment sur la compréhension de ce que c'est le contrôle coercitif, parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas aller identifier la preuve, on ne peut pas aller la chercher. Donc, on va vraiment passer à côté de l'essentiel et que cette formation-là soit faite en co-animation, en co-développement avec à la fois les experts terrain, policiers, procureurs et des ressources pour victimes à travers le Canada. Mm. Merci. On a une question par rapport à l'aspect numérique, là. Quelqu'un qui demande qu'est-ce qui serait inclus ou en tout cas, qu'est-ce qui est inclus présentement dans le projet de loi là, concernant le contrôle coercitif numérique, puis quelle est l'approche qui a été adoptée dans les autres pays que vous avez visités? Ben, j'aimerais ça d'entrée de jeu dire qu'il existe déjà dans le code criminel, même si c'est pas parfait, il existe quand même des infractions peut-être moins connues au niveau du code criminel présentement qui adressent certains comportements de contrôle coercitif en lien avec le numérique. Fait que vous avez notamment l'utilisation non autorisée d'un ordinateur. Vous avez aussi, puis là, je veux pas citer je veux pas dire les bons mots, mais c'est comme méfaits avec des données informatiques. Donc, quand on pense justement de s'introduire sans l'autorisation, d'aller effacer des informations et tout ça, il y a déjà dans le code criminel canadien certaines ressources. Quand on regarde sous ces 16, puis là, je le rappelle, c'est pas exhaustif les comportements présentés sous ces 16, fait qu'il pourrait y en avoir d'autres, notamment dans le domaine numérique. Mais on pense notamment à tenter de contrôler, surveiller la localisation, les mouvements, les actions, les interactions sociales du partenaire intime, notamment par tout moyen de télécommunication. Donc, encore une fois, on a ce volet-là également, mais il reste que le numérique, de ce qu'on comprenait, puis le premier procès qui est allé vraiment, où il n'y avait pas un plaidoyer de culpabilité du côté de la Nouvelle-Galles du Sud,
il était vraiment mention que la preuve digitale, la preuve numérique est venue vraiment étoffer les schémas de comportement. On le voyait, je pense qu'il y avait dans les, je ne veux pas dire de sottises, là, mais dans les, justement, les virements bancaires, il y en avait aussi à ce niveau-là, mais souvent, ça peut être, on peut imaginer, là, donc, dans les messages textes, dans les courriels aussi, ou les réseaux sociaux qui peuvent être un lieu, malheureusement, aussi d'humiliation de la victime. Donc voilà. Mais là, il faudrait que je creuse davantage, malheureusement, pour les autres juridictions pour savoir de quelle façon ça a été libellé. Mais la législation dans les juridictions dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est public. Alors, vous pouvez aller googler coercive control, parce que ça va être en anglais, évidemment, avec la législation pour les différentes juridictions dont on vous a parlé aujourd'hui. Merci, Karine. Fanny, veux-tu rajouter quelque chose? Non, pas sur ce Non? point-là, non. Donc, je vous invite, si vous avez d'autres questions, là, il nous reste encore un petit peu de temps. Soyez pas gênés, partagez-nous ça dans le chat directement. Je vais laisser peut-être une petite minute voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande quels seraient les éléments constitutifs à prendre en compte pour matérialiser cette infraction. Oui, ben quand on regarde, j'ai pas parlé dans je voulais pas aller nécessairement dans le détail s'il n'y avait pas un intérêt, mais si vous regardez au niveau de l'intention coupable, au niveau de la mens rea, ce qui est prévu sous C16, il y a trois options d'intention coupable. Donc, ça va être que la personne soit a l'intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger, soit en sachant que le schéma de comportement contrôlant ou coercitif ferait croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger, ou sans s'en soucier. Donc, l'insouciance téméraire, qui n'est pas inclus à Nouvelle-Galles du Sud, il se donne la révision pour voir s'il l'inclut ou pas, parce que ça vient abaisser le seuil au niveau de la constitution de l'infraction. Donc, on l'aurait sous C16. Et puis, au niveau de l'actus reus, au niveau des comportements qui sont interdits, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Vous allez voir dans le paragraphe 2A, on parle davantage de violence physique. Donc, soit contre le partenaire intime, toute personne de moins de 18 ans qui est l'enfant du partenaire intime ou qui est sous la garde ou à la charge légale de celui-ci, toute autre connaissance du partenaire intime et tout animal dont le partenaire intime est le propriétaire ou qui est sous la garde de celui-ci. Puis on a cru voir dans les débats parlementaires que ça risque d'être élargi à ce niveau-là. Et en B, vous avez contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle. Fait qu'on a des comportements de violence physique, de violence sexuelle, et après, le gros changement, c'est vraiment le 2C, où on voit ce dont je parlais tantôt, là, différentes catégories, mais encore une fois, c'est pas exhaustif. Puis on parle d'une combinaison dans le fond, d'actes ou de répétition de l'un de ceux-ci. Donc, c'est soit qu'on vient, par exemple, combiner deux comportements qui peuvent avoir été faits une fois chacun ou une répétition de un comportement en soi. Super, merci Karine. Tu réussis le défi de bien vulgariser les éléments législatifs, ce qui n'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Donc, on va aller tranquillement vers la clôture. Je vous remercie énormément, Karine, Fanny, pour vos partages très, très riches, ce que vous nous avez ramené là, de vos missions. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui disent que c'est inspirant, que ça donne espoir pour la suite. Je vous rappelle que donc notre échange a été enregistré. Il va être déposé sur le site de l'Institut Éco. Si vous voulez être sûr de ne rien manquer des activités de l'Institut ou pour savoir quand la vidéo sera en ligne, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Le lien va être remis dans le chat dans quelques instants. Puis merci beaucoup à tout le monde pour votre grande écoute. J'espère que cette conférence a été aussi intéressante pour vous qu'elle l'a été pour nous. Donc, merci d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite une très belle suite de journée. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci énormément. Très intéressant.